Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. L'Académie africaine des sciences de la santé voit le jour à Dakhla, un projet stratégique pour le développement de la santé dans le continent dans un cadre de l'intelligence collective. La nouvelle structure se veut un catalyseur de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation pour répondre aux défis sanitaires en Afrique. Maroc-France zoom ce soir sur le volet de la coopération en matière de diplomatie territoriale. Une convention est conclue entre l'Association marocaine des présidents des conseils communaux et l'Association des élus de France. Objectif, promouvoir les échanges et les bonnes pratiques pour des territoires intelligents. Et nous refermons ce journal avec l'exposition du plasticien Faisal Benkiran. Héritage est une exposition qui met en vedette la femme marocaine dans sa beauté et son authenticité. Bonsoir à tous, nous entamons ce journal par un décryptage de l'actualité qui a marqué la semaine que nous quittons avec notre consultant Mustafa Srimi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Grande actualité de la semaine, la courte visite au Maroc du président de la République de Chine, Xi Jinping, qui a été reçu jeudi à Casablanca par son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, sur haute instruction royale. Une visite qui en dit long sur le partenariat stratégique entre nos deux pays, en particulier depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016. Effectivement, il faut préciser tout de suite dans la grammaire protocolaire que, contrairement à ce qui a été dit ici ou là, ce n'est pas une escale technique. Le président chinois à Rabat n'a pas fait une escale technique venant du sommet du G20 qui s'est tenu à Rio. C'est une visite de travail, c'est une visite qui d'ailleurs, quand c'est une escale technique, ça se limite protocolairement en général à l'accueil au salon d'honneur de l'aéroport de Casablanca ou de Rabat, et puis ensuite la visite technique, l'escale technique prend fin puisque le chef d'État reçu reprend sa destination vers son pays d'origine. En l'espèce, je le dis, c'est une visite de travail qui a été illustrée par l'entretien qu'il a eu avec le prince héritier Moulay Hassan, un entretien important et qui a été l'occasion pour le président chinois d'affirmer un certain nombre de principes pour la diplomatie de son pays. C'est quoi? C'est un appel à accentuer le partenariat stratégique entre Pékin et Rabat. Et vous avez rappelé à juste titre que ça participe et ça prolonge la visite royale qui avait été faite donc en Chine, une grande visite, c'est du 11 au 12 mai 2016, sanctionnée entre autres par la signature d'une quinzaine d'accords. C'est important parce que nous avons vu le prince héritier donc avec un statut d'interlocuteur d'un chef d'État. Il faut le relever. Alors, qu'est-ce qui intéresse, si vous voulez, la Chine pour ce qui est du Maroc? Nous avons des échanges qui sont à peu près de 8 milliards, d'échanges commerciaux à peu près de 8 milliards de dollars. La Chine est le troisième partenaire commercial du Maroc après l'Espagne et la France. Un point à relever. Ce qui intéresse la Chine, c'est que le Maroc est un marché de 38 millions d'habitants maintenant. C'est également un territoire, donc un pays d'investissement, mais c'est aussi une plateforme, en particulier pour ce qui est du continent africain et pour ce qui est d'un autre paramètre, c'est que le Maroc dispose d'à peu près une bonne cinquantaine d'accords de libre-échange, 54 exactement, ouverts et donc à plus d'une centaine de pays. Et c'est un marché potentiel de 1,5 milliard de consommateurs. Des éléments qui sont pris fortement en considération par la diplomatie chinoise. J'ajoute qu'il y a un autre élément dans cette coopération, c'est la signature en janvier 2022 d'un accord sur la coopération conjointe et la construction de ce qu'on appelle l'initiative La Ceinture et la Route.
c'est-à-dire ce grand programme chinois qui est complémentaire aux routes de la soie, et puis l'importance des investissements chinois dans le pays, illustrée par Tanger Tech City, qui est un espace de 1000 hectares avec 200 entreprises chinoises. Et également le problème de la connectivité, et puis pour la fin, tout de même, le soutien de la Chine pour ce qui est du Maroc. Le président chinois a réitéré le fait que son pays était attaché à la stabilité et à la sécurité au Maroc. C'est extrêmement important. Et puis le soutien de la diplomatie chinoise, on l'a vu au Conseil de sécurité il y a 3 semaines, avec donc le vote pour la résolution 2657 qui consacre de nouveau les positions marocaines sur la question nationale. Donc c'est extrêmement important que cette visite-là, qui est une visite de travail avec un bilan et des déclarations. Et justement, la question nationale enregistre une nouvelle percée. La République du Panama a suspendu cette semaine ses relations diplomatiques avec la pseudo-RAST, le Panama qui, rappelons-le, a été le premier pays à reconnaître l'entité fantoche. Quelle lecture en faites-vous, Sisrimi ? Alors, avec le Panama, c'est intéressant, vous l'avez dit, parce que effectivement, c'est le premier pays qui a reconnu la prétendue RASD, et c'est le premier pays qui a ouvert une ambassade de cette entité, donc fantoche RASD, en 1980. Alors c'est un verrou important qui saute, si je puis dire, puisqu'il y a suspension de la reconnaissance de la RASD, et le ministère de Panaméens des Affaires étrangères a fait un communiqué explicite pour dire quoi ? Pour dire qu'il soutenait la place et le rôle des processus onusiens dans la recherche d'un règlement, qu'il appelait à une solution pacifique, juste, durable et acceptable. C'est exactement la même veine que la résolution que j'évoquais, puis également les autres résolutions, et puis que ce pays, c'est dit dans le communiqué, est attaché donc à une tradition de pays médiateur. C'est important, ça prouve le redéploiement de notre diplomatie en Amérique latine. Depuis quand ? Depuis 2004, exactement, novembre 2004, où le souverain, voici 20 ans, avait visité 5 pays d'Amérique latine, que je cite rapidement: le Mexique, le Brésil, le Pérou, le Chili et l'Argentine. Professeur Simi, veuillez rester avec nous. Le temps de faire ce focus sur cette grande première. Dakhla se dote de sa première Académie africaine des sciences de la santé, un projet stratégique impulsé par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Il ambitionne de contribuer au développement de la santé et la souveraineté sanitaire en Afrique dans un cadre d'intelligence collective. Abdel Fattah Zouine, Mehdi Mouheb et Zakaria Mouqin Billah. L'Académie africaine des sciences de la santé lancée à Dakhla, un symbole d'un engagement fort envers une Afrique unie, solidaire et souveraine en matière de santé. Relevant de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, l'Académie entend être un catalyseur de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, et un espace d'intelligence collective. Experts, chercheurs et institutions s'y réuniront pour créer des synergies afin de répondre de manière plus coordonnée et plus efficace aux défis sanitaires du continent. Cet événement marque un très grand moment dans la vie de la communauté universitaire africaine, mais également dans le cadre de la politique panafricaniste de développement de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Nous vivons... L'Afrique est confrontée à des défis majeurs, parmi lesquels les défis de santé publique. Consolider ensemble la coopération Sud-Sud dans le cadre d'un leadership africain, tel est l'objectif de ce projet. L'Académie africaine des sciences de la santé ambitionne d'être une plateforme de réflexion, de collaboration et de diffusion des connaissances. À travers ces différentes initiatives, l'AHS ambitionne de devenir un hub pour le développement de la santé en Afrique, favorisant l'innovation scientifique pour contribuer à l'amélioration des systèmes de santé africains.
Cette action n'est pas isolée, a été procédée par d'autres initiatives dans le cadre de la coopération sud-sud, notamment la construction d'hôpitaux par le Maroc dans les pays africains. Il s'agit par exemple de la clinique périnatale Mohamed VI à Bamako, de l'instauration d'une industrie pharmaceutique visant à disposer d'une autonomie dans la production de vaccins, de la formation de cadres africains et aujourd'hui de la construction de l'Académie africaine des sciences de la santé. Il y a une nécessité de développer des vaccins dans les pays subsahariens et de mettre en place des plateformes technologiques en la matière. Il faut renforcer les systèmes de pharmacovigilance. La communauté scientifique africaine devra former des biologistes capables de fabriquer les vaccins eux-mêmes. Le Maroc dispose du leadership pour initier un projet dans ce sens. 3 accords de coopération et de partenariat portant sur les sciences de la santé en Afrique ont été signés en marge de la cérémonie. Un mémorandum d'entente afin de formaliser une collaboration stratégique autour du développement des sciences de la santé en Afrique. Un accord de partenariat scellé avec l'Agence marocaine de coopération internationale et un protocole d'accord signé entre la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé et le réseau des compétences médicales des Marocains du monde. L'Académie africaine des sciences de la santé mettra l'accent sur 3 axes, la recherche scientifique et l'innovation, les soins cliniques et la formation continue. Ces axes sont de nature à asseoir une continuité au niveau des soins, de la formation et de la recherche scientifique au niveau des pays. L'Agence marocaine de coopération internationale est partenaire, a signé un partenariat important avec l'Académie africaine des sciences de la santé. Aujourd'hui, ici à Dakhla, au Sahara marocain, c'est un partenariat qui vise à contribuer au renforcement du capital humain et de la recherche scientifique au service du continent africain. Je pense que le génie du Maroc et de Sa Majesté Mohamed VI aujourd'hui, que Dieu l'assiste, c'est d'apporter cette possibilité d'une réflexion africaine pour la souveraineté sanitaire. Et ça, c'est fondamental pour nous. Je pense qu'à travers cette institution, cette fondation, les Africains pourront de la base de l'Afrique, de nos pays, réfléchir sur les questions qui se posent sur nos santé publiques dans nos pays. L'Académie africaine des sciences de la santé s'étendra sur une superficie de 47 hectares et abritera 3000 étudiants. L'établissement aura pour objectif de nouer des partenariats stratégiques et de mettre en place un big data et un observatoire africain ayant pour but de collecter et analyser les données pour éclairer les décisions. L'institution tendra aussi à promouvoir l'excellence dans l'enseignement, à identifier les formations adaptées aux besoins de l'Afrique et à intégrer les nouvelles technologies. Professeur, nous venons de le voir, l'Académie africaine des sciences de la santé de Dakhla est un projet stratégique qui vient appuyer le développement de la santé, non seulement dans nos provinces au sud, mais aussi au niveau du continent africain. Quelle est l'importance de ce projet dans le vaste chantier qu'est la souveraineté sanitaire africaine? D'abord, une précision. C'est une académie africaine, un grand projet qui a été lancé par qui? Qui a été lancé par la Fondation Mohamed VI des sciences et santé. Le cadre, c'est où? C'est l'université Mohamed VI, donc de la santé à Dakhla. C'est important que ça soit rappelé. Alors, qu'est-ce que ça apporte? C'est d'abord un vecteur d'une stratégie qui va se décliner dans plusieurs domaines, notamment la recherche, la formation, l'innovation, etc. Mais c'est aussi une plateforme big data, donc banque de données, intéressant la santé. C'est aussi l'occasion de mettre en place des réseaux multidisciplinaires, donc entre le Maroc et les pays africains et entre les autres pays africains. C'était extrêmement important qu'il y ait donc ce cadre-là, puis aussi des partenariats. Il y a des partenariats qui sont prévus notamment avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique aussi. Et puis aussi, c'est un observatoire de la santé publique en Afrique. C'est-à-dire que c'est une institution qui va être en veille sur les problèmes sanitaires qu'il y a dans le continent. Et donc, c'est important et utile. Pourquoi? Parce que c'est une aide à la décision.
C'est quand on sait ce qui se passe, donc on peut apporter des réponses appropriées. Et puis enfin, un problème de souveraineté sanitaire africaine. Je signale qu'il n'y a que 2% des médicaments consommés en Afrique qui sont produits en Afrique. Donc il y a là un gros problème de promotion, de développement de l'industrie pharmaceutique. Enfin, le Maroc se distingue par des valeurs, par le principe de solidarité. Il partage, il apporte quelque chose et il nourrit la coopération sud-sud dans cet aspect-là, santé. Et puis il y a aussi d'autres initiatives. Le Maroc se distingue, des initiatives pour ce qui est de l'aide médicale, des hôpitaux, vous le savez, dont celui qui a été inauguré, la clinique périnatale à Bamako, les hôpitaux de campagne quand il y a des catastrophes, il faut le dire, etc. Et puis aussi l'aide apportée par le Maroc pour ce qui est des vaccins lors des années précédentes. Enfin, il y a 11 000 étudiants africains au Maroc. Il y en a plus de 8 000 qui sont boursiers. Et il y a des centaines et des centaines qui sont dans les secteurs de la santé. Donc voilà un peu le tableau de cette solidarité et de cette coopération avec le continent. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Le Maroc et la France renforcent leur partenariat dans le domaine de la diplomatie territoriale. Une convention sur le développement territorial et la promotion de la coopération décentralisée est conclue à Rabat entre l'Association marocaine des présidents des conseils communaux et l'Association des élus de France. Un nouveau cadre de partenariat inscrit dans la promotion de l'intelligence territoriale. Iman Ablou, Abdelmjid Hallaoui et Abdel Fattah Zouine. Le développement territorial et la promotion de la coopération décentralisée. Voilà bien les deux grands axes de ce nouveau partenariat scellé entre l'Association marocaine des présidents des conseils communaux et l'Association des élus de France. La convention vise à renforcer la coopération à travers des jumelages et des projets conjoints et favoriser le développement durable grâce à des approches innovantes en matière d'intelligence territoriale. Je crois qu'il est important que les collectivités territoriales françaises et les collectivités territoriales marocaines puissent travailler de manière à réenchanter la coopération décentralisée. Ce qui est important, c'est qu'on puisse associer un certain nombre d'élus, de collectivités, de mairies, qui puissent discuter de façon multilatérale, avec d'autres collectivités, sur des enjeux qui sont souvent des enjeux communs et des enjeux qui nous préoccupent. Je pense par exemple à la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est une préoccupation. Et pour le Royaume du Maroc, j'ai écouté le discours de Sa Majesté, mais c'est également un sujet de préoccupation pour les collectivités territoriales françaises. L'aménagement du territoire, les questions de sécurité, les questions de transport, la question de l'énergie. Cette convention vise à renforcer la coopération entre les communes françaises et marocaines avec un échange d'expertise et d'expérience, et ce dans le cadre de la diplomatie parallèle qui fait partie des missions dont sont investis les conseils communaux. On est vraiment très très fiers d'être là. On a ramené une délégation de plus de 30 élus, donc des parlementaires, des conseillers municipaux, adjoints, des députés. Donc nous sommes là aujourd'hui pour justement signer et asseoir cette coopération entre nos deux associations. Un nouveau cadre de travail favorable aux acteurs économiques et politiques des deux pays. Gage de la dynamique positive des relations maroco-françaises. Nous avons des hommes et des femmes au Maroc, en France, qui ont tant de choses à se dire, tant de choses à faire, dans tous les territoires, que ce soit des grands territoires, des petits territoires, des territoires de montagne, des territoires de mer. Ils ont les yeux pleins des projets qu'ils vont développer dans les prochains mois. Nous devons apprendre à mieux nous connaître, à échanger les bonnes pratiques, les uns et les autres. On a à apprendre les uns des autres et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est très important parce que vous savez, un pays c'est quoi ? C'est par le haut, mais c'est aussi tous ces territoires, c'est les citoyens. Et ce que nous on appelle les maires, et ici qui sont les présidents des communes, eh bien c'est vraiment les élus qui sont à proximité. Et donc ces coopérations décentralisées, c'est mettre des gens qui peuvent travailler ensemble et qui sont au plus près du territoire. Produire de la richesse, encourager l'innovation dans la gestion territoriale, des objectifs communs que partagent les élus de France et du Maroc. Ce partenariat est l'un des temps forts de la visite d'une délégation d'élus et de parlementaires français à Rabat et à Kénitra. Un séjour placé sous le signe d'une diplomatie territoriale en mouvement. L'actualité internationale à présent avec d'abord l'accord arraché à la COP29 tenue à Bakou en Azerbaïdjan.
L'accord final adopté dans la nuit après 2 semaines de négociations et de prolongations nocturnes a suscité des réactions mitigées des différentes parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il prévoit un financement de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour les pays en développement. Le groupe Afrique, qui espérait 1300 milliards de dollars pour 2035, a qualifié ce financement de trop faible et ne répond pas aux attentes. La COP29 est également parvenue à un accord mondial sur les marchés du carbone après presque une décennie de travail acharné. This is a moment where you need to put all your cards on the table. The time to retain your maximalist positions has passed. Direction le Liban, où le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est en visite à Beyrouth pour appeler à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah, estimant que le Liban est au bord de l'effondrement. Josep Borrell a annoncé par ailleurs que l'Union européenne était prête à fournir 200 millions d'euros à l'armée libanaise, dont le déploiement de plus grande ampleur le long de la frontière avec Israël constitue un point crucial dans les pourparlers de trêve. Retour à l'actualité nationale, vous l'avez sans aucun doute ressenti, il fait chaud ce week-end. Un temps chaud qui se poursuivra jusqu'à demain lundi. Voilà ce qu'a annoncé la météorologie nationale. Les températures entre 28 et 33 degrés attendues notamment dans les provinces de Sidi Ben Nour, Knetra, Guilmim, Agadir et Daoutanen, Inzgana, Itmeloul, Sidi Ifnit, Tiznit, Ben Slimane, Barchid, Essaouira, Casablanca, Mohammedia, Rabat et Safi. Et puis de fortes rafales de vent sont également prévues dans les provinces de Guilmim, Agadir et Daoutanen, Chtuka et Tbaha, Inzgana et Tmeloul, Sidi Ifnit, Taroudant, Tiznit, L'Haouz, Chichawa et Saouira. Il s'appelle Faisal Benkiren, il est professeur d'art plastique à Tétouan, mais il est aussi lui-même artiste peintre. Ses œuvres récentes sont actuellement exposées à la galerie Eden de Casablanca. En grande majorité, des portraits de femmes qui ont bercé son univers d'enfant. Il fut un temps lorsqu'il vivait en famille au cœur de la médina de Tétouan. Mohamed Chekir et Dominique Orlando. Elles sont toutes originaires de Tétouan, qui est la ville natale de M. Faisal Benkiren. Des femmes surgies de son imagination qui ont pourtant bien peuplé l'environnement immédiat de l'artiste lorsqu'il fut enfant. Il y a parmi elles Batoul, il y a Linda, il y a Fanida ou bien même Zina. Davantage qu'un seul hommage à la femme, il s'agit ici d'un hommage à tout ce qui fait la grandeur du féminin. À la maison où j'habitais dans la médina de Tétouan, il y avait ma grand-mère, ma mère et les nourrices. Ce sont elles qui étaient chargées à l'époque de notre éducation. Souvent des femmes de couleur avec qui nous avons grandi. Elles sont très présentes dans toutes mes toiles pour cette exposition. Et des femmes qui ont en partage un même souci de l'apparence et de la présentation. Pour se montrer à l'autre, faut-il le faire avec le maximum d'élégance, ce qui peut renforcer considérablement la confiance en soi. Les femmes marocaines sont des femmes exceptionnelles, elles se distinguent à travers le monde. De Tanger à La Gouira, elles sont tellement différentes les unes des autres. Leur beauté diffère d'une région à l'autre. J'aime toutes les femmes du Maroc qui sont mes muses. Au-delà de leur incontestable pouvoir de séduction, ces femmes nous disent également l'importance de leur rôle au sein de la société, de la famille. Ne sont-elles pas les vraies courroies de transmission pour les générations nouvelles, à qui elles savent si bien inculquer le sens véritable de la tradition? Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.